Touche. Alexandre, hier, le chef du Parti libéral du Québec, Pablo Rodriguez, qui a fait un appel, ma foi, émotif, là, en disant « Je n'ai rien à me reprocher ». Quand même une longue conférence de presse en début d'après-midi. Il était flanqué d'ailleurs là, du président du Parti libéral du Québec, Raphaël P. Ferraro. Et les deux ont quand même pris le temps de répondre aux questions. Oui, on a senti Pablo Rodriguez un peu même émotif par endroits, là, un peu ébranlé, sonné par ce qui se passe. Essentiellement, le Parti libéral du Québec hier a annoncé la tenue d'une enquête externe après la publication de textos par notre bureau d'enquête faisant allusion à des sommes d'argent, des brownies, versées en échange d'appui à Pablo Rodriguez lors de la course à la direction. C'était le printemps dernier. Alors, Pablo Rodriguez, lui, là, puis il l'a répété à plusieurs reprises, a dit « J'ai jamais vu ces textos-là avant la publication dans le journal. J'étais aucunement au courant de ce qui se passe. Je n'ai rien à me reprocher. » Ça, il l'a martelé à plusieurs reprises. Le président du parti, de son côté, a admis qu'il avait eu vent d'une partie des allégations reliées à la vente de cartes en avril. Il en avait même discuté avec la députée Marois Risky, mais qu'il s'agissait alors de vagues informations. D'ailleurs, il est revenu en après-midi, lui. La conférence de presse du président du parti a moins bien été que celle de Pablo Rodriguez parce qu'il a dû 2 fois repréciser sa pensée. Oui, puis même, c'est ça, même une troisième fois, là, quand on regarde son message là, sur Internet, un long message. Préciser sa pensée, ça peut être interprété comme changer de version. Exact. Oui, non, effectivement. Finalement, c'est quand même toute une histoire. Et dans le journal ce matin, on en a un peu plus, là, parce qu'on se souviendra aussi que Pablo Rodriguez avait déclaré lorsqu'il avait suspendu Marois Risky, le caucus est derrière moi, on est unis à 100%. C'est plus nuancé là, dans les médias ce matin, notamment un député qui s'est confié sous le couvert de l'anonymat, qui disait essentiellement que quand l'antenne est canadienne, c'est ça que ça donne. Que Pablo Rodriguez fait face à un test de leadership. Une autre source au caucus qui est citée dans le journal aussi estime que des signaux de sabotage interne sont perceptibles depuis un moment et qu'ils ne sont pas sans rappeler non plus le calvaire vécu par Dominique Anglade. C'est quand même pas rien. Autre citation pertinente dans cet article-là. On dit, il y a des gens qui veulent avoir la peau de Pablo et faire mal au parti. On dirait encore une entreprise de démolition et c'est clair que ça vient de l'interne. Ça, c'est un autre membre du caucus qui a indiqué ça de manière anonyme. Oui. Puis à la presse aussi, il y a un membre du caucus qui dit que ce serait trop de dire que le caucus est derrière Pablo, que le caucus n'est pas démissionnaire et pas en révolte, mais plus dans une espèce de mode attente là, d'une réaction forte puis de voir ce qui va se passer. Sincèrement, moi, qu'il y ait du sabotage interne, ça se peut. Moi, je ne crois pas que le caucus va se diviser. Je pense que le caucus, il y a avec Marois qui a été suspendu, le Marois Risky, mais je pense que les autres vont rester unis, ne serait-ce que par ce que tu veux qu'ils fassent, là. Tu es élu sous une bannière, c'est le Parti libéral, c'est quand même un parti qui, malgré tout, est discipliné. Et je pense qu'il y a peut-être d'autres choses que Pablo Rodriguez a à craindre, notamment une espèce de supplice de la goutte d'eau, là, que d'autres petits bouts d'histoire continuent à nourrir l'actualité pendant quelques jours. La division au caucus, j'y crois moins. Puis on se souviendra qu'hier, donc, les deux personnes qui auraient été à l'origine de ces envois de textos de part et d'autre ont nié. On fait donc une sortie dans les médias sociaux. Et on a eu aussi des nouvelles de Geneviève Hintz, celle qui a été congédiée par Marois Risky. Là. Elle a brisé le silence, a défendu son honnêteté, soutenir ne pas connaître les motifs de son congédiement, qu'elle entend se défendre. Elle a transmis une courte déclaration aux médias. Elle affirme être blessée par la situation. L'autre mystère, c'est qu'est-ce que Marois Risky va dire et quand? Oui, parce que là, on l'a toujours pas entendu. Là. Exactement. Elle est quand même le personnage principal parce qu'il y a des gens hier qui m'écrivaient et qui disaient là, les médias, vous êtes partis en guerre après le Parti libéral. Puis je leur répondais gentiment, s'il y a un cas, parce que c'est vrai que des fois, des histoires partent, par exemple, par notre bureau d'enquête ou par une enquête d'un autre média, d'un journal, d'une télé, d'une radio. Mais dans ce cas-ci, c'est même pas le cas. Ce n'est même pas un média ou une découverte d'un média ou une révélation d'un média qui a parti l'histoire, là. Je veux dire, on a tous appris, en fait, c'est ici, là, en ondes, Yasmine qui était la première à nous le dire, mais on a appris que les députés avaient reçu un mémo bizarre leur disant « le chef de cabinet est congédié ».
Puis là, on a compris après ça que là, le diable était aux vaches, là, que là, c'était tellement grave. Pablo Rodriguez n'avait pas été averti du congédiement. Il convoquait à son bureau Marois Risky, il l'a suspendu. Tout ça, c'est pas un média qui a inventé ça, là. On aurait pu décider de pas le couvrir, là, mais ça se passait, là. C'était une crise qui arrivait en direct, qui se passait au Parti libéral. Fait que, tu sais, c'est... Donc, la crise est partie par Marois Risky, qui n'a pas dit un mot depuis, qui ne donne pas d'entrevue, mais qui agit, je ne veux pas surinterpréter, mais qui agit comme si elle se dit qu'elle est sûre de son affaire, sous-entendu, quand les gens vont savoir, ils vont comprendre. C'est un peu ça, le sous-entendu de l'action Marois Risky, c'est comme quand on va savoir, un jour on saura, puis on comprendra son action. Mais là, c'est quand ce jour où on saura, quand est-ce qu'elle va nous expliquer, ou quand est-ce que des révélations, des documents vont nous expliquer. Je sais pas. Parce que pour l'instant, c'est la pièce manquante. Ben oui, totalement. Alors, quand elle va sortir, si elle sort, puis toi, tu as regardé aussi le point de presse de Pablo Rodriguez. T'en as pensé quoi? Est-ce que c'est une bonne sortie de M. Rodriguez ou tu l'as senti chancelant? C'est une sortie un peu tardive. C'est une sortie un peu tardive parce que là, ça faisait plus que 24 heures de flottement. Puis tu sais, le flottement va vite de nos jours, là, avec les médias en continu, les réseaux sociaux. Bon, probablement qu'à sa défense, il y avait besoin d'aller chercher un maximum d'informations pour pas dire n'importe quoi, parce que c'est sûr que si tu essaies de te faire rassurant, mais que tu es contredit par les événements ou par des documents, donc peut-être pour ça qu'il a attendu. Son appel avait l'air sincère. Il était comme plutôt bon. Maintenant, est-ce qu'il y a... c'est sûr qu'il y a un problème de leadership, mais probablement que son problème de leadership vient aussi du problème Marois Risky. C'est que lui, il a perdu sa chef. T'sais, c'est comme un fait qu'il ne peut pas nier, là. Il a perdu sa chef parlementaire, qui elle-même est perçue comme une personne d'intégrité par le public. Puis là, en claquant la porte, en tout cas, c'est lui qui l'a mis dehors, mais après un geste d'éclat et tout ça. Fait que ça, c'est le maillon faible, puis probablement que lui-même sait pas quoi faire avec ça, puis il peut pas nier le fait, là. Il peut nier les textos, on n'y croit pas, mais il peut pas nier que Marois Risky a claqué la porte, là. C'est arrivé. Service déficient à l'Agence de revenus du Canada. Bon, c'est un phénomène connu, mais les collègues de JE ont documenté ça de long en large. Oui, là. ça fera l'objet d'ailleurs de l'émission de ce soir. Le service est tellement déficient à l'Agence du revenu du Canada que près d'1 million de personnes, Mario, ont dû appeler l'année passée parce qu'elles n'arrivaient pas à accéder à leur compte en ligne. Alors, ce soir à JE, on expose l'enfer bureaucratique de ce qu'ont vécu les contribuables face à Revenu Canada pour toutes sortes de raisons, là. Et on compare aussi avec le fameux clin d'œil des 12 travaux d'Astérix puis des formulaires qui finissent plus de finir. Et il y a un dénominateur commun dans leurs histoires. C'est le mauvais service qu'ils ont reçu. Et conséquence de tout ça, ça les a plongés dans des mois, même des années de confusion. Ça fait suite aussi... Mais avec des coûts financiers, du stress financier. C'est sûr. C'est des gros montants, là. Quand tu dis Agence de revenus du Canada, les gens ont des gros montants qui sont pendants, qui se font réclamer. C'est du stress financier très important. Ah oui, tout à fait. Tu as entièrement raison. Puis bon, ça fait suite à, on se souviendra, le mois dernier, le BVG, le Bureau du vérificateur général, publiait ce rapport accablant sur la situation dans les centres d'appel d'urgence. 83% des réponses données par les agents à des questions d'ordre général étaient inexactes. C'est quand tu réussis à les rejoindre. Oui, c'est ça. Quand la ligne raccroche pas, quand tu passes pas ta vie à attendre en ligne. Tu parles à quelqu'un. Quand tu parles à quelqu'un, 83% du temps, tu as une mauvaise réponse. Il dit, le vérificateur, mauvaise ou incomplète, mais qui pourrait mal te guider. Mais si tu remplis ton rapport d'impôt, il pourrait te faire perdre des droits. On a une explication du syndicat. Oh! Oui. Oh. Alors, je sais que tu as hâte d'entendre ça. Je la sais déjà. Oui, vas-y, c'est quoi? Je la devine. C'est quoi? Manque de ressources. Ah, voilà. L'expérience de Mario Dumont. Le syndicat montre du doigt une baisse de 40% du nombre d'employés dans les centres d'appel entre mars 2024 et mai 2025. C'est un très mauvais scénario de pièce de théâtre. Mais semble-t-il, selon le président du syndicat, il dit que l'Agence du revenu du Canada est à ce point obsédée par la réduction du temps d'attente qu'elle harcèlerait les employés des centres d'appel qui auraient environ 8 secondes entre chaque appel et seraient constamment surveillés. Bon. Ils se font même harceler quand ils vont aux toilettes, ça a l'air. Ils harcèlent. T'as pas été on leur demande trop de productivité. Mais ça dépend si t'es en télétravail, là. Des fois, t'es peut-être dans la salle de bain parce que tu pars une brassée. Là, je ne sais pas, moi. Non. Pas de preuve. On spécule.
Bon, mais on rit, mais c'est épouvantable. Ah non. Puis pour ce qui est de la baisse du nombre d'employés, ce que le syndicat dit pas, c'est comme l'Agence du revenu, on y avait donné le mandat de gérer la PCU et tout ça, on avait embauché les employés par dizaines de milliers durant la pandémie. Donc là, on l'a réduit. C'est vrai là, qu'il y a une réduction récente, mais on est quand même resté en haut de pré-pandémie. On est quand même resté à plus d'employés. On compare bien avec ce qu'on veut comparer. Ben oui, on compare avec ce qu'on veut. Là, on compare le nombre avec le moment où on l'avait gonflé au maximum pour gérer les programmes de la pandémie. Mais tu sais, pour les syndicats de la fonction publique, c'est pas compliqué. Là. T'embauches, plus, encore plus, d'autres encore, amène-en un autre, puis un autre, puis un autre. Puis si la journée que t'en coupes 5, c'est un carnage, c'est la scie à chaîne, c'est la folie. Ça va rien que c'est un bar là, que c'est correct. Le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, lui, a annoncé en septembre un plan de 100 jours pour améliorer le service à l'agence. 100 jours en septembre. Ça nous amène. Sais-tu qu'est-ce qu'il pense aujourd'hui, le 20 novembre? Tu sais quoi sa pensée? C'est Colin, ça passe vite 100 jours. Il se dit que ça passe vite 100 jours. Colin, pour ne pas dire d'autre chose. Qui finit par is. On reste à Ottawa parce que toute la semaine, il y a eu des offensives, Mélanie Joly surtout, contre les souverainistes, des députés ou des ministres libéraux à Ottawa. Là, il y en a un qui est allé une coche plus loin. Parce que Mélanie Joly était surtout sur le cas Trump, là, la présence de Trump, ce que ça représente pour les souverainistes. Mais là, il y en a un qui est allé une petite coche plus loin. En entrevue, d'ailleurs, avec la presse, c'est le député libéral fédéral Angelo Lacano, qui représente, lui, la circonscription d'Alfred Pellan. Il soulève des inquiétudes quant à l'avenir du Québec si le Québec devenait indépendant. Alors, dans l'entrevue, il s'est demandé très ouvertement qui protégerait le Québec si jamais le Québec fait plus partie du Canada. Et selon lui, une éventuelle séparation laisserait la province vulnérable face à des menaces externes, notamment en provenance des États-Unis. Alors, il a peur qu'on se fasse attaquer par l'armée américaine débarquerait au Québec. Voilà. Des propos qui surviennent dans un contexte, de tensions accrues entre le Canada et les Américains, sur le plan notamment des tarifs. Monsieur Lacano appelle à la prudence. Je soutiens aussi que l'unité canadienne demeure essentielle pour garantir la sécurité nationale. Je serais tenté de dire aux députés à Como, si l'armée américaine décidait de partir vers le nord, là. Québec souverain ou Canada uni, il n'y a même pas de résistance, là. Je veux dire, je veux pas être plate, là, mais si l'armée américaine, si un président américain décidait on envahit le Canada ou le Québec, c'est la même affaire, là, je veux dire, c'est pas... donc oui, le Québec devrait se donner une force de sécurité, une armée quelconque, mais dans le cas présent, j'ai regardé ça, en fait, j'ai comme eu l'impression, justement, que il trouvait Mélanie Joly tellement bonne qu'il a voulu en rajouter. Puis il vient un petit... Parce que les attaques de Mélanie Joly, les péquistes vont dire que c'est une campagne de peur, mais c'était quand même fondé, là. C'est-à-dire que le fait que Trump, les tarifs, ça change le contexte. C'était plus facile pour les souverainistes quand tout le monde était libre-échangiste. Le Canada était libre-échangiste, le Québec était libre-échangiste, les États-Unis étaient libre-échangistes, de dire, si on fait un Québec souverain, on va entrer dans la danse de cette immense zone de libre-échange où tout le monde veut juste du libre-échange. À partir du moment où ça joue du bras de fer des tarifs, tu dis, OK, le Québec souverain jouerait comme... Il y a une vraie question pour les souverainistes à répondre. Là, le député, il a comme l'impression que c'est le gars dans l'enthousiasme de trouver que Mélanie Joly amenait des bons points. Il dit, moi aussi, m'a participé à la discussion avec l'armée américaine. Je pense, d'après moi, qu'il a tiré, comme on dit, il a tiré dans son propre but. Prix Jeannette Bertrand qui a été remis hier au Salon du Livre. Jeannette Bertrand était là hier, alors qu'on était tous brûlés parce qu'il y avait beaucoup de monde. Elle était là, en pleine forme. Il y avait Pauline Marois également, qui est présidente du jury, où il y avait 5 finalistes. Et celle qui a remporté la deuxième année du prix Jeannette Bertrand, c'est Élisabeth Lemay, avec L'été de la colère. C'est son deuxième roman. Ça met la lumière sur le paradoxe un peu du féminisme. Elle dit, les femmes qui veulent des hommes qui les traitent de façon égale, mais qui veulent aussi des hommes qui leur ouvrent les portes. Il y a une réflexion là-dessus, sur le féminisme moderne, sur la culpabilité aussi des fois de reproduire des schémas que tu veux plus, mais c'est la façon dont tu es éduqué. Bref, c'est un livre de réflexion, puis tout le monde mentionne à quel point c'est percutant, ça fait réfléchir et que tout le monde devrait lire ça. C'est un 5 000 $ qu'elle remporte. Il faut dire que le prix Jeannette Bertrand, ça récompense des œuvres littéraires ou franco-canadiennes qui abordent l'égalité des sexes ou encore l'autonomie des femmes, la lutte contre les violences de genre. Donc, c'est elle qui a remporté L'été de la colère. Et j'ai appris au Salon du Livre également qu'au Québec, on est nettement en retard sur les livres audio. Ouais. Ce que je me demande,
demandais si la technologie allait changer le visage du Salon du Livre. On dit que pour l'instant... Mais c'est drôle, quelqu'un nous a écrit ça hier. Il y a un auditeur qui nous a écrit ça, il me semble que c'est hier, en cours d'émission, pendant du Salon du Livre. Il disait, sur les livres audio, on est en retard. Puis c'est un des thèmes qui est mentionné, là. Ben, c'est parce que là-bas, il y a Nara que vous pouvez rencontrer. C'est l'application québécoise pour les livres audio. C'est la seule application québécoise qui existe. Peut-être que Nara, c'est la première fois que vous en entendez parler ce matin. C'est qu'il y a tellement pas de financement et de façon de faire de la pub, finalement, qu'on n'entend pas parler. On produit très peu de livres audio également au Québec. Il y en Alors a, par que contre, ça devient une part du marché, là. En Suède, le directeur du Salon du Livre me disait, en Suède, 35% des lecteurs, c'est des livres audio qu'ils consomment. Ça fait partie de la culture en Europe. C'est accepté. Puis c'est pas une compétition livre-papier, là. Ça va ensemble. C'est deux écosystèmes qui peuvent cohabiter. Mais chez nous, c'est plus difficile. Sur Nara, il y a 10 000 livres à peu près. Beaucoup viennent de l'Europe. Par contre, il y a des livres québécois, mais on n'en enregistre pas tant que ça. Donc, je trouve que c'est une belle alternative. Défi à retenir de ce Salon du Livre. Justine, au sport. Salut, je vais voir le Canadien ce soir, au Centre Bell. À l'heure où on se lève, je vais pas souvent. C'est un événement. Ils sont mieux d'être bons. Ben là, les Capitals sont peut-être être fatigués. Bien, c'est sûr qu'il y a un élément fatigue parce que là, hier, les Capitals jouaient du côté d'Edmonton. C'est quand même pas à la porte non plus. Là. Souvent, on voit des Ottawa-Montréal en 24 heures, mais Edmonton pourrait peut-être changer la donne du côté... Plus le décalage. Il n'y a même pas 24 heures entre les deux matchs. Là, ils perdent 2 heures. Élément aussi à noter, c'est que ce seront les retrouvailles entre les Canadiens et les Capitals qui les avaient éliminés au premier tour l'an passé. Alors, est-ce qu'on peut aller chercher une source de motivation du côté des Canadiens pour obtenir une petite revanche, aller chercher la motivation supplémentaire pour rebondir aussi, mettre fin à cette séquence-là? Mais parce que le Canadien, c'est pas tant que ça grossi. Moi, cette série-là, c'est pas... Le Canadien n'a pas perdu talent de hockey. Il a perdu sur le poids, la robustesse, s'est fait trop brasser. On va voir. Est-ce que le Canadien s'est grossi ou pas sûr? Non, puis tu sais, le Canadien visiblement est amoché là, dans les dernières semaines. On l'a vu contre les Stars, on l'a vu contre les Kings. L'aspect robustesse, évidemment, je pense que c'est effectivement là où le Canadien ne fait pas le poids. Là, Jacka, il est plus capable de se battre. Il a perdu tous ses combats cette année. Ben c'est ça, il est peut-être plus aussi redouté à travers la Ligue nationale. Je pense que Tom Wilson va se souvenir de lui aussi, probablement, si il veut aller au front ce soir. Par contre, c'est ça, allons chercher peut-être la motivation, essayer de trouver l'étincelle pour mettre fin à cette séquence-là. Mais la mauvaise nouvelle pour les gardiens de but, pour qui c'est difficile depuis le début de la saison, là, ou du moins dans les dernières semaines, ben, ils en ont marqué 7 hier là, contre les Oilers. Alors, faudrait être en forme ce soir pour... Mais tout le monde en marque 7 contre les Oilers. Ah, je savais que t'allais aller là, ça c'est sûr. Mais 2 fois 8, la veille c'était 8, je pense. Ah ouais, c'est sûr que là, il y a un autre enjeu de ce côté-là, du côté des Oilers, là, mais visiblement, ils sont en forme. En fait, il y a le Canadien qui allait bien, là, c'est ralenti, mais... Tu sais, les grosses équipes canadiennes, celles, par exemple, qui étaient en liste l'année passée pour la Coupe Stanley, Toronto, Edmonton, c'est des débuts de saison catastrophiques dans les deux cas. Là. Les deux équipes canadiennes de l'année passée qu'on voyait les potentiels pour la Coupe sont plus là du tout. Là. Ben, écoute, c'est un vent de changement complet, là. Puis je pense qu'il n'y a aucun expert qui peut dire que ses prédictions sont bonnes actuellement. Si tu m'avais dit que les Ducks d'Anaheim allaient être premiers de leur division, que, tu sais, même dans l'Ouest, on voit vraiment un changement de garde. Chicago qui est rendu dans l'équation des séries, non, effectivement. Est-ce que ça va rester? C'est ça la grande question. Parce que les équipes vétérantes qui ont des gros bonhommes sont équipés pour aller très, très loin et revenir, là, mais quand même. C'était pas supposé bien aller cette année. Il me semble qu'on nous avait promis une année exceptionnelle. Je me méfie toujours des deuxièmes années. Tu sais, dans la carrière des joueurs, souvent, la deuxième année est tough. Puis là, l'année passée, le Canadien a fait les séries. C'était comme un miracle, tout ça. Puis là, cette année, c'est comme si on le prenait pour acquis. Là, ça va être facile. Tu sais, on l'a fait une fois, la deuxième. Il n'y a rien de pire que la deuxième. Puis plusieurs équipes dans leur reconstruction, ça a foiré la deuxième année. Ça veut pas dire que ça revient pas après. Et moi, je me méfiais de cette deuxième année. Puis là, c'était parti en Lyon. Fait qu'on se disait, ben, tabarouette, mais là, un petit dur retour à la réalité. Séquence d'adversité, mais on apprend dans ces moments-là. Alors, l'année reste passée, à rebondir. Ils ont rebondi à partir de février l'année passée. Il n'y a rien d'impossible. Merci, exact. Justine.